Le grand rendez-vous de l'épargne, une émission proposée par Capital et Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet et Julien Bouissou. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro du grand rendez-vous de l'épargne. Chaque mois, vous le savez, on décrypte ensemble l'économie avec nos invités, notre grand témoin ou nos grands témoins et nos experts. Pour présenter cette émission, je suis exceptionnellement en compagnie de Thibault Lamy. Bonjour Thibault. Bonjour Fabrice. Journaliste rubrique argent et placement au magazine Capital. Et ce mois-ci, Thibault, avec vous, on va faire un numéro exceptionnel. Qu'est-ce qui nous attend au sommaire ? Au sommaire aujourd'hui, le Bitcoin. Alors le Bitcoin qui déchaîne les passions, le Bitcoin qui a une progression affolante depuis 12 mois notamment, avec un cours qui a vraiment explosé. Mais alors qu'est-ce qui se cache derrière l'arène des crypto-monnaies ? Quels sont les ressorts de son explosion et pourquoi autant de volatilité sur le Bitcoin ? Et enfin, on essaiera de savoir aussi comment investir sur le Bitcoin pour un nouveau venu. Alors pour nous expliquer tout ça, deux spécialistes aujourd'hui. Giulia Mazzolini, directrice France de Bitpanda. Bonjour Giulia. Bonjour Thibault. Et Grégory Raymond, journaliste crypto à Capital et qui pilote la newsletter de référence sur le sujet du Bitcoin, 21 millions. Bonjour Grégory. Bonjour Thibault. 21 millions, on saura pourquoi dans quelques instants. C'est pas encore le nombre d'abonnés, mais ça viendra, on en est sûr. Alors comme d'habitude, on retrouvera également les rubriques favorites, coup de cœur, coup de gueule avec Pierre Sabatier, le président de PrimeView. Et puis en fin d'émission, dernière partie, une de vos rubriques préférées, c'est la rubrique Ça vous concerne avec nos experts, les questions. Les réponses aux questions des internautes et des lecteurs de Capital. Voilà pour ce programme, le grand rendez-vous de l'épargne, c'est le numéro 15. C'est parti. Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin. Et il nous fallait deux grands témoins pour aborder le sujet du Bitcoin. On sait, vous le disiez Thibault, que c'est la folie sur les crypto-monnaies. C'est la folie au niveau, surtout, effectivement, des cours qui sont stratosphériques, des gens qui sont devenus millionnaires, puisqu'on rappelle, à peu près, le cours du Bitcoin, on est à combien aujourd'hui ? On est aujourd'hui à environ 54 000 $, je crois. Exactement, c'est à peu près ça. Avec un pic, Grégory, on commence par vous, à 65 000 il y a très peu de temps. Mais il faut dire qu'avec la crise financière, le Bitcoin n'avait pas échappé, enfin, avec la crise de la pandémie, la chute des bourses l'an dernier, le Bitcoin n'avait pas été décorrélé, c'est-à-dire qu'il avait suivi la pente descendante. Et on était tombé à combien ? 3 000, 5 000 à peu près ? 3 000, 4 000, oui, effectivement, il y a eu un point bas assez surprenant, mais tout est tombé à ce moment-là, quoi. Et assez rapidement, le cours a retrouvé la tendance qu'il avait quelques semaines auparavant, quoi. On peut dire que le crack Covid n'était qu'un accident de parcours parce que la tendance haussière a commencé réellement en janvier. Il y a eu une cassure à la hausse à ce moment-là. Et finalement, là, on poursuit le mouvement qui est exagéré, certes, avec ce qui se passe en ce moment, les injections de liquidités et tout ça. Mais voilà, ça a démarré il y a un moment. Julien Mazzolini, c'est vrai que c'est assez étonnant quand on compare tout simplement 3 000 au creux de la vague. Il y a un an, tout petit peu plus d'un an, on est à 60 000 aujourd'hui, ça fait x20. On se souvient déjà qu'il y avait une poussée autour de 20 000 $, c'était en 2017, avant que ça se crache. Des starlets de la télé-réalité commençaient à faire la promo, donc tout le monde pensait à une bulle. Et puis là, on a l'impression, avec les banques qui s'y mettent, avec des instruments financiers qui apparaissent, que ça devient mainstream, qu'il y a de plus en plus d'investisseurs légaux, légitimes, qui rentrent sur cette crypto-actif. Pourquoi ? Oui, c'est exactement ça. Je trouve que la grosse différence en fait entre 2017 et ce qui se passe en ce moment, c'est à mon sens, le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, il est beaucoup plus solide que ce qu'il était avant. En 2017, ceux qui investissaient dans la crypto, c'était principalement des investisseurs particuliers qui étaient soit amoureux de la technologie ou qui avaient... C'était un peu des geeks, quoi, en fait. C'était vraiment les premiers qui sont arrivés. Oui. Et alors qu'aujourd'hui, en fait, on a vu cette année, il y a de plus en plus d'investisseurs institutionnels qui investissent dans le marché des cryptos. Et ça solidifie beaucoup le marché. Parce qu'en fait, généralement, les investisseurs institutionnels vont avoir une vision un peu plus long terme sur l'investissement. Et donc, si le cours du Bitcoin devait se corriger à un moment, ils ne vont pas nécessairement se mettre à vendre massivement, ils vont maintenir leur position. Donc aujourd'hui, en fait, c'est exactement ça. Le marché des cryptos est beaucoup plus solide que ce qu'il était en 2017. Les investisseurs institutionnels et même des grands patrons assez emblématiques, Oui, on peut parler statut de gourou. d'Elon Musk, notamment pour Tesla. Oui, qui a fait ses emplettes aussi.
Ouais, qui a fait ses emplettes et ça n'a pas été sans conséquence sur le cours du Bitcoin d'ailleurs. Exactement. L'annonce est tombée le 8 février. On a constaté une grosse accélération à partir de ce moment-là. Bon, il y en avait déjà eu une avant, mais ce qui a permis d'atteindre les 60 000 $, c'est vraiment Musk. Alors, Et qu'est-ce qu'il a risque- fait? Il a investi, c'est ça? Par le biais de Tesla, il a investi 1,5 milliard de dollars. C'est très, très important. Et il a déclenché certaines vocations auprès d'autres entreprises, certes un peu plus petites, mais on parle de Twitter qui pourrait s'y mettre. En gros, en fait, là, on se rend compte que avoir beaucoup de cash en trésorerie, ça ne rapporte plus. On ne sait plus vraiment où placer notre argent, notamment les grandes entreprises. Et là, on voit que le Bitcoin cartonne, donc pourquoi pas mettre une partie de sa trésorerie dedans? Et surtout quand on voit les plans de relance, Bien sûr. les politiques monétaires des banques centrales. Je ne sais pas très bien ce qui va se passer dans les prochaines années, mais on peut admettre que la confiance pourrait être rompue. On ne peut pas injecter des milliards et des milliards de liquidités sans qu'il ne se passe rien. Ouais. Donc les gens qui ont de l'argent aujourd'hui se disent c'est peut-être pas prudent de tout garder en dollars, tout garder en euros. Je ne vais pas tout transformer en Bitcoin, mais une petite partie, c'est peut-être une assurance pour l'avenir. Thibaut, justement, on a beaucoup d'interrogations, évidemment. Ça prend sens, le fait que la planche à billets fonctionne à plein et qu'aujourd'hui, on se dit que ça peut devenir un actif de référence comme un autre. Est-ce que voilà, monsieur et madame tout le monde doivent investir finalement dans du Bitcoin? Est-ce qu'il faut consacrer une partie de son épargne aux cryptoactifs? Allez, Julia. Est-ce qu'il faut le faire? Ça, c'est un petit peu à tout le monde de décider, disons. Nous, en tout cas, on fait partie des acteurs qui offrent des outils pour le faire. Donc Bitpanda, par exemple, notre plateforme d'investissement principalement pour les crypto-monnaies, elle a vraiment été conçue pour tout type d'investisseurs, même ceux qui n'avaient pas nécessairement investi dans le passé. Donc on a 3 fondeurs qui avaient envie de rendre l'investissement accessible en créant une plateforme qui soit facile à utiliser, avec un design intuitif et aussi réservé pour ceux qui n'avaient pas nécessairement investi dans le passé. D'accord. Donc ça va devenir peut-être, c'est vrai, une diversification en tout cas. Ouais, une diversification, sachant que quand même, on peut penser que les investisseurs sont quand même vraiment en demande d'informations sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin, on en parle beaucoup, mais finalement, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière tout ça. Hein. Pour monsieur et madame tout le monde, ça semble un peu confus. Donc j'imagine que Bitpanda, comme la plupart des plateformes qui proposent du Bitcoin, proposent aussi une information pour renseigner les futurs investisseurs. Oui, bien sûr. Nous, on a un blog qui s'appelle Bitpanda Academy, où toutes les semaines, on rédige et on publie des articles sur le monde des crypto-monnaies, ce que c'est, les risques, où est-ce qu'on peut effectuer certaines transactions. Mais Grégory, c'est un petit peu le champion de l'évangélisation des cryptos quand même. On l'a observé à chaque fois qu'il y a une hausse du cours. En fait, on recrute beaucoup d'abonnés. Les gens ont besoin de comprendre. Donc oui, on peut dire qu'il y a un besoin d'information assez fort. Grégory, justement, on parlait tout à l'heure de votre newsletter de référence, 21 millions. Il faut faire un détour par l'historique aussi du Bitcoin. C'est assez obscur, finalement. Hein, ça démarre il y a une grosse dizaine d'années avec un personnage emblématique un peu sulfureux, inconnu, qu'on n'a jamais revu depuis, Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si c'est un pseudonyme, s'il existe vraiment. En tout cas, c'est un univers, le Bitcoin, qui est fini. C'est-à-dire qu'on voit, les banques centrales, on en parlait à l'instant, qui impriment ad nauseam de la monnaie. Le Bitcoin, il est fini. Il y a une quantité d'unités qui sont minées et après, il n'y en aura plus. Exactement, 21 millions d'unités, d'où le nom de ma newsletter. Mais je rassure les gens qui nous regardent, on peut acheter des fractions de Bitcoin, on peut acheter 0,00001 Bitcoin. En fait, un Bitcoin est fractionnable par 100 millions d'unités. D'accord, mais on en est à combien aujourd'hui? Il y en a 18,5 à peu près qui sont minés. Ouais. Et c'est de plus en plus dur de miner. Exactement, c'est de plus en plus dur. S'il y a de plus en plus de personnes qui se branchent pour participer au minage, bien sûr. Mais la création monétaire est divisée par 2 tous les 4 ans. Là, actuellement, il y a 6,25 bitcoins qui sont créés toutes les 10 minutes. Au tout début du Bitcoin, c'était 50 toutes les 10 minutes. Et voilà, tous les 4 ans, ça diminue. Et le dernier Bitcoin, avec ce système, devrait être créé autour de 2140. Et après, il n'y en aura plus. Et plus c'est rare, plus c'est cher. C'est vrai qu'on a vu, le dernier halving, c'était l'an dernier. Halving, c'est la moitié, la division. Et effectivement, à chaque fois, il y a une poussée du cours. Ce n'est pas fait tout de suite. Mais ça s'est fait. Ça veut dire que... alors, ça me pose aussi un problème. Ça, c'est quand on voit
la quantité d'énergie qu'il faut, puisque derrière, c'est de la puissance de calcul. C'est pas évident, on n'est pas sur une banque centrale, en fait. Ce sont tous les ordinateurs connectés qui vont créer cette monnaie virtuelle. Donc là aussi, on va dans le côté un peu geek. Ça consomme énormément d'énergie. Je crois que si on regardait ce qui était produit comme nécessaire comme énergie, c'est pratiquement, je crois que c'est un pays de l'ordre de l'Argentine, de la consommation de l'Argentine. Exactement, oui, ça consomme beaucoup. Par contre, je ne veux pas être forcément le défenseur du Bitcoin, mais pour moi, en fait, c'est un faux problème. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics devraient prendre le sujet bien en main. Parce que l'important, ce n'est pas le niveau de consommation, c'est la source d'énergie. Si on interdisait aux mineurs d'utiliser de l'énergie qui vient de centrales à charbon et utiliser que de l'énergie verte, au final, ça pourrait même offrir un modèle économique différent à ceux qui produisent de l'énergie verte. Les panneaux solaires, les éoliennes, les barrages hydroélectriques. Souvent, ces installations, elles produisent trop d'énergie et il n'y a pas assez d'acheteurs à côté pour la consommer. Et cette énergie, finalement, on la gâche. Si on obligeait les mineurs à utiliser ces outils-là, au final, ça pourrait être vertueux. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais le Bitcoin pourrait être un outil de transition écologique, même si on nous rabat les oreilles tout le temps, que ça consomme beaucoup, que ça tue les chatons et qu'on va tous mourir à côté du Bitcoin. Oui, parce que pour le moment, il y a beaucoup de minage qui est effectué en Chine, c'est bien ça, et donc ils sont consommateurs. Et la Chine, c'est des centrales à charbon. Voilà. Exactement, c'est à peu près 65% du minage de Bitcoin qui vient de Chine. Il y en a beaucoup qui viennent de centrales à charbon. Il y en a aussi dans des régions où il y a beaucoup de barrages hydroélectriques, certes. Mais voilà, les États en fait doivent intervenir. En France, on veut surtout pas s'intéresser au sujet. Je trouve que c'est dommage. On a des centrales électriques, on a des barrages. Ça pourrait offrir de nouvelles activités à EDF, par exemple. Je pense qu'on devrait s'y intéresser. Alors, question en direct. D'autres cryptos cherchent néanmoins à utiliser d'autres méthodes de minage qui consomment moins d'énergie. La méthode, le Proof of Stake, lueur d'espoir, qu'est-ce que c'est ? En fait, la Proof of Work du Bitcoin, il faut utiliser de la puissance informatique pour miner. C'est ça qui consomme de l'énergie. La Proof of Stake, preuve d'enjeu, c'est un algorithme de consensus où il faut, au lieu d'amener de la puissance de calcul, il faut prouver qu'on a un certain nombre de crypto-monnaies et qu'on est un validateur. Donc on parle de blockchain 2.0 quand ça utilise ce genre de système. Ça ne consomme quasiment pas d'énergie. On dit que c'est tout aussi sécurisé. Pour l'instant, il faut voir sur le long terme si c'est le cas. Mais Ethereum, qui est la deuxième valeur du secteur, est en train de faire sa migration vers ce système-là. Ça devra arriver en 2022. Bitpanda comme Bitcoin, Julia Mazzolini, mais c'est vrai que sur ces plateformes, on est très étonné quand on y va. On a le Bitcoin, bien sûr, qui s'affiche avec son cours qui n'en finit pas de monter. Mais derrière, d'Ethereum, le Tether et des dizaines d'autres crypto-monnaies. C'est étonnant, c'est foisonnant et c'est un peu bouleversant en fait pour un investisseur. Alors il n'y a pas encore autant peut-être de monnaie que d'actions, mais c'est pas évident de faire son chemin et de savoir que vaut quoi en fait. Oui, alors nous, on offre une cinquantaine de crypto-monnaies. C'est déjà moins en fait que d'autres plateformes. Donc déjà, on essaye de réduire un petit peu, ou en tout cas d'offrir les crypto-monnaies qui sont les plus connues, là où la demande les plus traitées, exactement. Et on a Bitpanda Academy où on crée du contenu pour que les utilisateurs puissent aller s'instruire par eux-mêmes et faire leur choix d'investissement. Grégory, là, sur ce foisonnement de crypto-monnaies, puisqu'il y en a plusieurs et elles ont toutes, enfin pas toutes, mais c'est vrai que elles ont suivi quand même le mouvement. Beaucoup valaient quelques centimes, elles valent quelques dizaines, centaines, voire milliers de dollars aujourd'hui. Je pense à l'Ethereum que vous avez cité. Comment on s'y retrouve là aussi et quels sont les sous-jacents, là encore, on a envie de se dire, mais est-ce que n'importe qui peut créer sa monnaie demain ? Allez, à Radio Patrimoine et Capital, on crée notre crypto, on la met sur le... on va être crédible. Comment ça se passe ? En fait, c'est la difficulté. On est dans le monde open source, c'est-à-dire que le code source de chaque crypto-monnaie en fait, est public, chacun peut le copier, éventuellement l'améliorer. Mais si on voulait, là, on utiliserait le code source du Bitcoin, on l'appellerait le grand rendez-vous de l'épargne coin, et ça serait une crypto-monnaie. Par contre, il n'y aurait pas de sous-jacent, pas d'utilisateur, pas assez de personnes qui protègent le réseau en minant. Et donc, quand vous vous intéressez à une crypto-monnaie, il faut regarder tout ce qu'il y a derrière, donc les gens qu'il y a derrière, l'équipe qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a des utilisateurs ? Est-ce qu'il y a une communauté importante ? Est-ce que le sujet est discuté ? Est-ce que le code source est amélioré de temps en temps ? Là, vous pouvez aller le voir, c'est sur des sites comme GitHub, vous pouvez voir les avancements de développement. Donc, moi, je ne conseille pas d'essayer de trouver le Bitcoin de demain. Ça, c'est vraiment une affaire de professionnels. Mais quand une crypto-monnaie vous intéresse, étudiez-le, voyez qu'est-ce qu'il y a autour et
Je pense que si vous passez quelques heures à étudier, vous vous rendrez bien compte qu'un projet est nul et un projet a de l'avenir. Très bien. On va passer à la suite et je vous propose de regarder ensemble un reportage. On a suivi Romain Sagui, les directeurs marketing et commercial de CoinHouse. On va l'écouter, on se retrouve juste après. Le grand rendez-vous de l'épargne, le reportage. Vos clients investissent-ils sur le long terme ? Alors oui, nos clients, et puis de manière générale, quand vous investissez en crypto-monnaie, le mieux c'est d'avoir un horizon plutôt de 3, 4 ou 5 ans. Par exemple, sur le Bitcoin, aujourd'hui, toute personne qui a acheté du Bitcoin dans le passé, quel que soit le prix, et qui a attendu au moins 3 ans, a une plus-value. Donc c'est plutôt cet horizon de temps qu'il faut prendre en compte. Alors à quel risque vos clients exposent-ils leurs fonds investis en Bitcoin et comment peuvent-ils sécuriser leurs cryptos ? Alors lorsque vous investissez en crypto, vous avez plusieurs risques. Vous avez en fait 4 risques principaux qu'il faut apprendre à gérer. Le premier risque, le principal, c'est évidemment le risque financier. Cela reste des actifs extrêmement risqués, très volatiles. Il faut se rappeler que, y compris le Bitcoin, a perdu 80% en 2018. Donc vous avez une fluctuation de votre patrimoine. Donc la meilleure façon de s'en protéger, c'est les règles habituelles. Ne pas investir plus que ce que vous êtes capable de perdre, et puis investir progressivement au fil du temps. Le deuxième risque, c'est le risque de conservation de vos actifs. Ne pas se faire voler ses actifs, ne pas se faire hacker sa technologie de stockage. Chez CoinHouse, par exemple, on utilise la technologie Ledger, qui est la technologie leader du marché en termes de sécurité du stockage des actifs, justement pour sécuriser les cryptos des clients. Mais charge à eux, évidemment, de sécuriser leur accès à la plateforme, les logins, les mots de passe, évidemment, avoir des choses très sécurisées. Et puis, vous avez 2 autres risques, qui sont plutôt des risques fiscaux et réglementaires. Aujourd'hui, en France, on entre dans la période de déclaration des impôts. Si vous n'utilisez pas une plateforme française, il vous faut déclarer votre compte crypto comme s'il s'agissait d'un compte en banque à l'étranger. Vous n'avez pas besoin de le faire si vous êtes sur une plateforme française comme CoinHouse. Et puis, il y a un risque réglementaire. Aujourd'hui, l'autorité des marchés financiers et la CPR encadrent le marché des cryptos en France. Nous, CoinHouse, nous sommes un acteur régulé. En revanche, les investisseurs qui travaillent avec des acteurs qui ne sont pas régulés peuvent rencontrer des problèmes. Et typiquement, leur banque peut refuser de recevoir ou d'envoyer des fonds vers des plateformes qui ne sont pas régulées. C'est un problème. Quand vous voulez récupérer votre patrimoine, potentiellement, vous êtes bloqué. L'investisseur est-il sécurisé en cas de piratage de son compte ? Alors, le piratage d'un compte, il faut préciser ce que ça veut dire. Si je prends l'exemple de CoinHouse, vos cryptos sont stockés sur une technologie Ledger qui elle-même est effectivement assurée. D'accord ? Donc le stockage lui-même est assuré en cas de hack si jamais un hacker arrivait à briser la sécurité de Ledger. Néanmoins, il y a plein de cas qui ne sont pas véritablement des hacks technologiques, mais qui sont plutôt des arnaques ou des piratages, par exemple, de vos accès à la plateforme, votre identifiant et votre mot de passe. Là, il est de votre responsabilité en tant qu'utilisateur de sécuriser ces accès-là. Et on a un certain nombre de techniques pour vous aider à augmenter ce niveau de sécurité. Quelles sont les arnaques les plus fréquentes ? Vous allez avoir 2 grandes catégories en fait, d'arnaques qui sont courantes, quasi quotidiennes. La première, ce sont les arnaqueurs qui vont usurper l'identité d'une plateforme. Typiquement, qui vont se faire passer pour CoinHouse et qui vont vous appeler, vous solliciter sur les réseaux en vous expliquant qu'ils ont une super affaire à vous proposer ou en vous demandant vos codes d'accès. D'accord ? Et ça, évidemment, ce sont des arnaques. Ne jamais, au grand jamais, donner ces codes d'accès à quiconque. On ne vous les demandera jamais et aucune plateforme sérieuse ne vous demandera vos identifiants d'accès. Et puis, vous avez aussi, de l'autre côté, des usurpations d'identité d'investisseurs eux-mêmes, donc de particuliers, de gens qui ont accès à votre pièce d'identité et qui vont essayer d'investir en votre nom, voire qui ont récupéré une carte bleue et qui vont essayer de l'utiliser pour investir en crypto et récupérer ces cryptos-là. Et donc, notre enregistrement auprès de l'autorité des marchés financiers et de la CPR, justement, nous impose de mettre en place des procédures de contrôle. Et c'est pour ça que régulièrement, on appelle directement nos investisseurs pour nous assurer qu'il s'agit bien d'eux et qu'il ne s'agit pas d'une arnaque ou d'un détournement. Vous avez l'agrément de prestataire de services sur actifs numériques de l'AMF. Est-ce que c'est un gage de sécurité pour le client ? Alors, donc, depuis la loi Pacte de mai 2019, effectivement, il existe ce statut de prestataire de services sur actifs numériques. Et les sociétés qui le souhaitent peuvent demander un enregistrement
auprès de l'autorité des marchés financiers et de la CPR. Et CoinHouse a été la première plateforme enregistrée. Ce qui est très important, c'est que ce statut définit donc des entreprises qui ont le droit d'opérer en France, qui travaillent dans le contexte réglementaire légal en France, et de celles qui sont interdites, qui travaillent dans un cadre d'infraction. Donc la sécurité que ça apporte aux investisseurs, c'est qu'ils savent que les sociétés enregistrées en France sont contrôlées par les mêmes régulateurs que ceux qui régulent le système bancaire et assurantiel traditionnel, et ce qui leur apporte une sécurité sur l'accès à leurs fonds, mais aussi une protection contre des éventuelles arnaques dans le domaine. Si en revanche vous travaillez avec des plateformes qui ne sont pas régulées, il faut savoir que ces plateformes sont en infraction d'un point de vue réglementaire en France, et donc il peut y avoir des sanctions appliquées à ces plateformes qui vous impactent ensuite. Par exemple, si elles arrêtent d'opérer en France, ou si votre banque refuse de récupérer votre patrimoine et vos investissements. Voilà, on vient d'écouter Romain Sagui, le patron de CoinHouse, un des concurrents du coup, concurrent, confrère. Oui, en France, on a une activité similaire. Après, nous, on n'est pas seulement une plateforme pour les cryptos, donc on fait d'autres choses aussi, mais sur les cryptos, on a une activité similaire. Plein de questions justement sur les risques et les enregistrements de ces plateformes. Oui, alors déjà peut-être pour rebondir sur l'enregistrement et le statut de PSAN, est-ce que c'est vraiment... Bon, on l'a vu, c'est un gage de sécurité, mais alors est-ce que ça permet d'acheter par exemple du Bitcoin sur une plateforme en toute confiance ? Oui, je pense que d'une manière générale, c'est toujours bien de s'assurer que la plateforme sur laquelle on est, elle est régulée par les autorités locales, parce que ces régulations, elles ont principalement été créées pour protéger l'investisseur. Donc, a priori, ça veut dire que la société a mis en place des procédés pour protéger les utilisateurs. Et au niveau des banques, est-ce que toutes les banques permettent aujourd'hui de faire un virement pour acheter du Bitcoin, ou ça peut poser problème ? Non, pour certaines banques, ça peut poser problème encore. D'accord. Alors, on a les exemples, Bitpanda, CoinHouse, ça c'est en France. On imagine qu'il faut des régulations. Grégory, on a quand même entendu des grands noms récemment qui ont défrayé la chronique et puis qui sont aussi des grandes plateformes internationales. Je pense à Coinbase, à Binance. Ces grands, est-ce qu'ils ont également besoin de s'enregistrer ? Est-ce que ce ne serait pas sinon de la concurrence déloyale ? Non, pas du tout. Elles ne sont pas obligées de s'enregistrer. En fait, la contrainte, si une plateforme étrangère voulait s'enregistrer, ça lui servirait pour, par exemple, faire de la promotion auprès du public français, faire de la pub. Appel à l'épargne, finalement. Exactement. Utiliser les influenceurs francophones. Là, il faudrait du PSN. Mais pour les sociétés comme Coinbase, Binance, qui sont déjà très, très, très connues, elles n'ont pas besoin de ça. Du coup, là, aujourd'hui, il n'y a rien qui les contraint vraiment à avoir le PSN. Et je trouve que ça peut être une distorsion de concurrence par rapport aux acteurs français qui, eux, sont obligés de l'avoir et donc de rentrer dans un cadre qui offre beaucoup de protection, mais qui est strict, qui coûte de l'argent aux entreprises qui le demandent. Une fois de plus, est-ce qu'on ne se met pas des bâtons dans les roues sur une nouvelle tendance où on veut un peu tout encadrer, tout réguler, alors qu'il y en a d'autres, finalement, qui ont pignon sur rue ? Je sais pas. Pour nous, le fait d'être régulé en France, c'était super positif. En quelque sorte, je pense que dans des pays où les cryptos sont pas encore, où pas tout le monde fait encore confiance aux cryptos, avoir une régulation, ça rassure beaucoup, à la fois les institutions, mais aussi l'investisseur particulier. Pour nous, comme je vous ai dit, depuis qu'on est régulé en France, on a déjà beaucoup plus de Français qui s'enregistrent sur notre plateforme et qui viennent chez nous pour investir, mais on est aussi beaucoup plus sollicité par des institutions. Donc je comprends le point, mais ça peut être aussi très positif. Donc ça peut être positif d'avoir l'estampille Made in France, contrôlée par la France. Et pour ajouter quelque chose, une réglementation européenne devrait voir le jour en 2023-2024, la réglementation MiCA, qui devrait s'inspirer en fait de la réglementation française. Donc les entreprises qui sont déjà enregistrées PSN aujourd'hui, elles devraient avoir peu de choses à faire à cet horizon-là, tandis que toutes les autres devront s'y mettre, ça prendra du temps. Donc en fait, avoir le PSN aujourd'hui, c'est un peu de tranquillité pour l'avenir. Quelle sécurité justement vous offrez chez Bitpanda par rapport, on l'a vu, à la protection des cryptos sur votre plateforme ? Parce qu'on n'est pas sur un coffre-fort avec des liquidités, etc. On est sur quelque chose de purement numérique. Finalement, on ne peut pas faire un retrait physique, c'est qu'un numéro de compte quelque part. Quelles sont justement ces sécurités que vous offrez pour vous-même ne pas être piraté peut-être ?
Alors nous, la plus grosse partie des fonds de nos utilisateurs sont stockés offline, donc dans des cold wallets. Donc déjà, on minimise les risques de hack. Et ensuite, pour protéger l'identité des utilisateurs, on a aussi des procédés en place où quand un utilisateur arrive sur la plateforme et qu'il a besoin de s'enregistrer, on doit aussi vérifier son identité. Une partie de ce procédé-là, ça demande aussi de se filmer. Donc, tout ça est très, très réglementé et on fait tout pour protéger à la fois les fonds et l'identité de nos clients. Sur la question de la sécurité, Romain Sagui de CoinHouse en a parlé. Donc les fonds, par exemple, peuvent être stockés sur Ledger. On se souvient que c'est l'année dernière, hein, il y a eu un problème avec Ledger qui s'est fait pirater des données personnelles de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Ça, c'est un risque qui existe encore aujourd'hui. Oui, c'est un risque. Bon, Ledger n'a pas été très bon là-dessus, mais c'est juste j'ai pas envie de dire juste des adresses email pour un professionnel de la sécurité, c'est quand même pas très bien. Mais la sécurité des cryptos n'a jamais été mise en danger. Et ce qu'on peut dire, c'est que le risque zéro n'existe pas. Si vous voulez conserver des cryptos seuls, ça demande quand même certaines compétences en informatique. Et bon, si vous êtes relativement ouvert en informatique, vous ne vous ferez pas avoir par des attaques au phishing, comme c'est le cas en fait. Ouais, ça, après, bon, c'est les conseils de bon sens, on les retrouve notamment sur les banques, et c'est vrai que les pirates, en tout cas, sont de plus en plus doués pour copier les sites, faire des sites quasiment parfaits. On va rentrer, il nous reste quelques minutes dans la partie pratico-pratique. Voilà, ceux qui nous écoutent, ils se disent, bon, puis il y a peut-être un train, même s'il a bien avancé, à pas rater, en tout cas, peut-être en faire un tout petit peu. Comment on essaye aujourd'hui, comment pratiquement on s'y met, on fait son premier pas? Le premier pas, d'abord, c'est de s'instruire. Et vraiment, c'est une industrie qui est intellectuellement assez sophistiquée, donc il faut prendre le temps de vraiment comprendre les différents types d'investissements que l'on veut faire. Et ensuite, on peut facilement, en fait, on a plusieurs plateformes. Bitpanda, c'est une des plateformes qui est donc disponible et régulée en France. Comme je l'ai dit au début, l'idée, c'est vraiment d'être accessible à tous et d'offrir un service qui puisse être accessible même pour des investisseurs qui n'ont pas investi dans le passé. Donc c'est très pratiquement, intuitif. ça veut dire qu'on ouvre comme un compte en ligne, un courtier en ligne bien connu sur la place. Là, c'est le même principe. On transfère de l'argent et ensuite, on va pouvoir faire son choix, Bitcoin ou autre. C'est ça, on s'enregistre sur la plateforme, ensuite on vérifie l'identité de l'utilisateur et ensuite on dépose de l'argent soit par virement bancaire ou par carte bancaire. Il y a plusieurs moyens pour déposer des euros sur la plateforme et ensuite on peut commencer à trader tous les actifs qui sont disponibles sur la plateforme, dont le Bitcoin. Grégory, Raymond, vous qui êtes spécialiste, une fois qu'on a commencé, parce que c'est même, j'ai l'impression, quasiment intellectuel comme cheminant, c'est-à-dire aussi il y a un côté un peu, j'investis sur une monnaie qui sera peut-être la monnaie du futur, on en parlait en préambule. Est-ce qu'on retransforme en euros ou finalement on reste sur ces monnaies disons que tant qu'on reste en crypto, on n'est pas fiscalisé. Donc il y a beaucoup de gens qui sont incités à rester dans cet univers. Et sachez qu'il y a aussi des cryptos qui sont indexés sur le dollar, maintenant un petit peu l'euro. Donc si à un moment vous voulez vous sauver, si vous pressentez que le cours va chuter, voilà, vous pouvez vous convertir en stablecoin. Stablecoin, donc une monnaie qui sera stable par rapport à elle est payée, elle est indexée exactement, sur le dollar ou l'euro. La plupart, ce sont des entreprises qui sont derrière, qui émettent des crypto-monnaies et qui ont l'équivalent en banque en monnaie fiduciaire classique. D'accord. Vous avez prononcé un mot fiscalité. Là, ça fait tilt, surtout qu'on est en pleine déclaration d'impôts. Comment c'est fiscalisé, tiens, justement, aujourd'hui? Vous envoyez un IFU, un imprimé fiscal unique. Comment on déclare? On doit payer quelque chose, d'ailleurs, quand on gagne de l'argent sur une monnaie virtuelle? C'est quand on la reconvertit, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est quand on la reconvertit en euros, en fait. Et là, on doit payer des impôts sur les plus-values. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Nous, on a un partenaire avec une société qui s'appelle Blockpit. En France, il y a Waltio aussi, où ils connectent, en fait, ils se connectent à votre compte Bitpanda et ensuite, ils peuvent générer un rapport qui vous permet de déclarer vos impôts.
Les impôts, comment ça se passe, Grégory? Et donc c'est 30% sur la plus-value. Ok. Flat tax comme d'autres produits financiers. Exactement, donc ça peut paraître très simple comme ça, mais tout est calculé sur la valeur totale de votre portefeuille. Si vous avez un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum, un peu Ouais. de tout, ben donc la plus-value va être calculée par rapport à la valeur totale et pas juste sur l'actif que vous avez vendu. Donc ça oblige à avoir une certaine gymnastique intellectuelle, et c'est pour ça qu'il y a plein d'outils qui permettent d'agréger les données. Ouais. Et vraiment, quand on a plusieurs actifs, quand on en vend quelques-uns par an, c'est l'enfer pour faire ces déclarations. Là, justement, je me demandais ceux qui sont, non parce qu'on peut faire le Bitcoin bien sûr, mais d'autres monnaies, si j'ai gagné beaucoup sur le Bitcoin, mais j'ai perdu sur l'Ethereum ou sur une autre, est-ce que ça se compense au moment des plus-values? Un peu, oui. Oui, on Oui, peut. oui. Donc ça reste dans l'univers crypto? Oui, oui. Ou est-ce que ça sera crypto par crypto? Non, je suis pas sûr de comprendre la question. Bah, j'ai dans mon portefeuille, voilà, j'ai fait une grosse plus-value sur le Bitcoin, Ouais. je suis à plus 10 000 et à moins 10 000 sur l'Ethereum. Je reconvertis tout, on a compris, en euros, et là, je passe par la case fisc, du coup. Est-ce que je peux dire, bah voilà, j'ai rien gagné puisque j'ai gagné d'un côté et perdu de l'autre? En fait, il faut prendre la valeur totale du portefeuille, d'accord. au moment de l'investissement, voir ce que vous avez au moment où vous faites la vente. Et en fait, oui, il y a une moyenne. D'accord. Ok. On voit aussi que c'est un cheminement aussi à faire. On va se dire, ça va être l'enfer pour les conseillers en gestion de patrimoine parce que c'est une nouvelle ligne de métier pratiquement à apprendre. Complètement. Mais moi, je voulais peut-être revenir sur, parce qu'on parlait de moins-value, parce qu'on a des moins-values potentielles aussi, hein, évidemment, sur les cryptos. Et donc, évidemment, le risque financier. Est-ce qu'on peut, comme on peut faire sur des titres de bourse, est-ce qu'on peut mettre en place des instruments de type comme des ordres stop-loss, par exemple? Ça, c'est possible sur le Bitcoin? Bien sûr, totalement. Après, c'est plutôt réservé vraiment aux plateformes d'échange, aux bourses, qui ont des carnets d'ordre, ce genre de choses. Les courtiers, comme Bitpanda, mais Bitpanda a aussi une plateforme d'échange, les courtiers ne permettent pas vraiment de mettre des stop-loss. Hein. Non, on peut mettre des alertes de prix. D'accord. Donc on peut dire, à partir du moment où le Bitcoin atteint un certain prix, on vend directement. Et puis, toujours pour continuer sur le parallèle par rapport à la bourse, peut-être, est-ce que c'est possible, comme pour un compte d'investissement ou pour une assurance vie, de mettre en place des versements programmés sur le Bitcoin? Ça, c'est quelque chose peut-être qui est même conseillé. Bien sûr, quand quelqu'un me demande comment je dois investir dans le Bitcoin, moi je lui dis déjà, tu n'investis que ce que tu es prêt à perdre. Mais je dis aussi que la façon la plus sage, c'est le DCA, donc de Dollar Cost Average. Donc ça consiste à mettre une même somme à intervalles réguliers. Par exemple, vous mettez 100 € par mois. Et il y a plein de plateformes qui permettent d'automatiser ce genre On a un service qui s'appelle Bitpanda Savings qui permet de automatiser en fait de l'achat de Bitcoin ou d'autres actifs. On dit tous les mois ou toutes les semaines, même on va acheter 20 €, peu importe le prix. Oui, on a beaucoup de questions évidemment encore, mais malheureusement il ne reste que quelques secondes. Julien, je voulais savoir, qu'on comprenne aussi, bon, les plateformes, c'est quoi? C'est vous, pour vivre, vous prenez une petite partie, vous prenez un fee sur les ordres, comme les courtiers en bourse? Oui, on est très transparent là-dessus. On a les mêmes frais d'achat et de vente, qui est 1,49%. D'accord, 1,49% à l'achat, à la Et vente. à la vente. D'accord. Ouais. Vous êtes payé en Bitcoin chez Bitpanda? Non, pas encore. Ça aurait été une bonne idée, hein, dès l'an Ouais. dernier en tout cas. Ouais. Mais bon, c'est très volatile, on le rappelle quand même, chers amis, parce que ceux qui nous écoutent se disent, voilà, c'est toujours un peu exubérant, on le disait, hein, de voir des actifs comme ça qui grimpent. On se demande où ça va s'arrêter. Est-ce qu'il y a des projections? Il y en a qui disent 100 000 $, ça pourrait atteindre 1 million de dollars. Alors on trouve de tout après, mais on a l'impression quand même que c'est quelque chose qui a le vent en poupe. Alors c'est l'offre et la demande, hein, parce que quels sont les risques finalement, Grégory? Est-ce qu'aujourd'hui, le risque principal, ce serait pas qu'un pays souverain dise on interdit le Bitcoin, et même est-ce que c'est possible? Ah oui, c'est possible. On ne peut pas détruire le Bitcoin, mais par contre, oui, on peut en interdire sa possession. Ça arrive en ce moment en Turquie, ils sont en train de bien durcir. En Inde aussi. Mais pour moi, c'est pas vraiment un problème. Je vois pas vraiment les grands pays type États-Unis, France le faire. Donc ça serait complètement contraindre nos libertés. Pour moi, en fait, le Bitcoin va forcément redescendre à un moment. Là, on est en phase de bulle, mais c'est au moins la 4e ou 5e bulle de l'histoire du Bitcoin. Ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une bulle, ça monte plus haut, mais quand ça craque, ça redescend à un point plus haut qu'avant. Et donc, sur le long terme, on est toujours gagnant. Romain Sagui le disait dans le reportage, quelqu'un qui a gardé ses bitcoins au moins 3 ans a toujours été gagnant. Très bien. Et ben on verra, hein, justement, si, comme toutes les révolutions, on n'a pas cette phase un peu
voilà, d'incompréhension. Tout le monde veut casser l'innovation. Ensuite, on se dit pourquoi pas, et finalement, c'est adopté de manière extrêmement large. En tout cas, on prévient quand même l'ensemble des auditeurs, des internautes, que c'est très volatile, voilà, qu'on aura des phases, il faut avoir le cœur bien accroché, peut-être effectivement lisser, si on s'y met, lisser cette volatilité grâce à un investissement régulier, c'est ce qu'on conseille aussi en bourse. Et puis pourquoi pas, Thibaut, on verra peut-être un jour des placements, des instruments financiers Bitcoin sur l'assurance vie, sur d'autres placements, puisqu'on parle private equity, on parle immobilier qu'on peut mettre aujourd'hui, pourquoi pas demain un actif crypto-monnaie. Oui, pourquoi pas. Et puis pourquoi pas aussi, c'est peut-être déjà possible aujourd'hui, Fabrice, investir par exemple dans un tracker qui permet aussi de mutualiser le risque sur plusieurs cryptos. Oui, ça existe auprès de bourses spécialisées. Après, je ne sais pas si c'est un outil qui marche vraiment bien. Je ne sais pas si vous en proposez chez Bitpanda. Non, pour l'instant, c'est plutôt l'investissement en direct. En tout cas, on renvoie aux plateformes qu'on a évoquées. On va rester franco-français, CoinHouse et bien sûr Bitpanda. En tout cas, un grand merci à vous, Julia Mazzolini. Je rappelle que vous êtes la directrice France de la plateforme, donc Bitpanda, à retrouver. Merci à Grégory Raymond, journaliste crypto chez Capital. On s'inscrit tout de suite à 21 millions. Exactement, 21millions.capital.fr. Voilà, on sera tous sur les... Ça sort tous les jeudis. Tous les jeudis. Bon, c'est très bien. Merci également à mon compère Thibault Lamy. On se continue ensemble. Et dans un instant, on rejoint Pierre Sabatier pour le coup de cœur, coup de gueule. À tout de suite. Le grand rendez-vous de l'épargne, le coup de cœur, coup de gueule. Ce mois-ci, le coup de cœur, il est tout simplement pour les marchés actions notamment des pays du vieux monde. On a souvent vilipendé les pays industrialisés, les économies riches, matures, comme étant en retard dans la définition du nouveau monde. On a souvent mis en avant d'ailleurs les pays asiatiques comme les références et les nouvelles locomotives de l'économie mondiale, y compris sur les marchés financiers. Force est de constater depuis maintenant 3 mois que la roue a tourné pour le coup, et cette thématique si souvent mise en avant de l'Asie prend le dessus sur le reste du monde de manière définitive, y compris d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue marché financier, est battue en brèche. Et encore une fois, ce mois est là pour le démontrer, puisque qu'est-ce qu'on constate? On constate que finalement, les moteurs principaux des actifs financiers depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est essentiellement les marchés actions des pays les plus vieux, les plus riches, à savoir les États-Unis d'une part, et, chose un peu plus surprenante, l'Europe d'autre part. Et donc, c'est vraiment ce qu'il faut aujourd'hui constater, ce coup de cœur, c'est tout simplement que, attention à ne pas enterrer trop vite ce qui a fait notre succès par le passé. Aujourd'hui, véritablement, les locomotives des marchés financiers, ça reste les marchés actions des pays riches. Alors vous allez me dire pourquoi? Comment se fait-il que, alors que la roue devait tourner, on continue finalement d'acheter et de porter au nu ces valeurs des grandes entreprises qui ont fait le monde d'hier et continuent de faire le monde d'aujourd'hui? Tout simplement parce que lorsqu'on achète des actions, on achète des entreprises qui font du business, ont un compte de résultat, un bilan. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, ces comptes de résultats? C'est surtout en ce moment, on est en pleine saison de publication des résultats pour le premier trimestre de l'année 2021, eh bien, les grandes entreprises de ces pays, américaines bien entendu, mais aussi européennes, affichent des résultats qui sont probants, qui sont même exceptionnels en termes de vivacité. Alors évidemment, il y a un effet de base positif, puisqu'on se compare au trimestre de l'année qui précédait. Donc il y a un effet de base très positif qui permet en fait au S&P 500, l'indice large de référence aux États-Unis, ou à l'Eurostock, l'indice de référence en zone euro, d'afficher des croissances bénéficiaires qui sont assez formidables, qu'on n'avait pas vu depuis presque 10 ans, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Eh bien, cette réussite d'un point de vue entrepreneurial, elle se traduit aujourd'hui dans la dynamique des marchés financiers, des marchés actions, des sous-jacents. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir des semaines à venir, c'est attention à ne pas céder trop vite aux effets de mode et qui veulent enterrer finalement ce qui a fait notre succès jusqu'à maintenant. Pour le moment, on va dire que ces grandes entreprises qui partaient, je dirais, avec un temps d'avance sur la ligne de départ, elles conservent cette avance-là et aujourd'hui, elles font la démonstration de leur résilience. C'est un mot souvent employé, un mot à la mode. Donc la résilience, c'est quoi? C'est en dépit d'un environnement qui devient trouble, incertain, eh bien ces grandes entreprises font la démonstration pour le moment de leur capacité à suivre le rythme de ce nouveau monde et à continuer à générer de la richesse en dépit de l'incertitude qui règne sur l'économie mondiale actuelle. Ça, c'est le premier point. Le coup de gueule, on parlait de ça, c'est in fine, je dirais, la relative déception sur toute la zone Asie et tous les actifs financiers asiatiques depuis quelques semaines.
qui viennent corroborer le propos précédent, à savoir qu'attention, la performance relative des marchés émergents et des pays asiatiques qui avait été très favorable au cours de la fin d'année dernière jusqu'au début de cette année-là, c'est totalement inversé. Et d'une certaine manière, il faut y lire l'interrogation assez fondamentale. Finalement, est-ce que les actifs financiers qui ne sont pas adossés à des banques centrales qui impriment des billets de banque en très grande proportion, ce qui est le cas notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, est-ce que les marchés actions qui ne sont pas dotés de cette capacité à être portés par leur propre banque centrale, eh bien, est-ce que ces actifs-là peuvent continuer à monter autant que les actifs américains, les actifs européens? Aujourd'hui, on doute, et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il ne faut pas enterrer encore aujourd'hui les marchés actions des grands pays que sont la zone euro d'une part et les États-Unis d'autre part. Et je terminerai en fait ce coup de gueule finalement par l'absence de coup de gueule actuel. Quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est assez rare et on s'en méfie toujours sur les marchés financiers. Ce qui est assez surprenant dans le marché actuellement, c'est le fait que finalement tout le monde est optimiste. Il n'y a strictement rien qui nous incite à la prudence. Et il faut savoir que historiquement parlant, lorsque finalement le calme est trop plat, eh bien souvent ça précède des incertitudes, des déceptions qui peuvent inverser la tendance. Donc je dirais le coup de gueule, c'est tout simplement le fait, c'est assez anecdotique, qu'il n'y en ait pas ce mois-ci, pas véritablement, à savoir que la microéconomie, c'est-à-dire les entreprises, nous donne des messages qui sont positifs. La macroéconomie commence à nous donner des messages positifs. C'était déjà le cas en Asie, c'est le cas aux États-Unis et ça sera bientôt le cas en Europe, grâce notamment aux stratégies de vaccination qui certes étaient en retard, notamment en France, mais qui continuent d'avancer et nous permettent d'envisager en fait la lumière au bout du tunnel dans lequel on est rentré maintenant l'année dernière. Des banques centrales qui restent toujours en soutien. Donc attention, toutes les planètes sont alignées. C'est évidemment à très court terme positif, mais aujourd'hui les investisseurs ne sont pas prêts à entendre des déceptions. Alors de quelle nature pourraient-elles être ces déceptions? Soit le fait que tout aille trop bien, et du coup que progressivement les discours des banquiers centraux deviennent moins favorables au marché, à savoir progressivement qu'on entende des discours fleurir du type la croissance est désormais revenue, nos réponses exceptionnelles correspondent à une situation exceptionnelle qui ne l'est plus, et donc progressivement on va sortir des politiques de très en soutien, à savoir des politiques d'impression de billets qui ont beaucoup soutenu les marchés financiers jusqu'à maintenant, et bien on va commencer à parler de la sortie de cette politique monétaire. Il est évident que si ça arrivait, ce genre de discours, les marchés financiers ne sont pas prêts à le supporter et auraient du mal à continuer leur avancée, leur tendance haussière sans cette béquille indispensable aujourd'hui qui est celle du soutien des banques centrales qui aujourd'hui est en place depuis maintenant une grosse année. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui pourrait être, alors ça serait plutôt favorable à l'Europe, en tout cas, ça correspond plutôt à l'Europe. Eh bien, le moment de la sortie de crise approchant, il faudra aussi s'interroger sur cette fameuse solidarité européenne qui aura été vraiment là pendant une grosse année. Est-ce qu'elle va perdurer, à savoir, est-ce qu'on ne va pas voir finalement rejouer le même scénario d'une Europe du Nord qui est assez vite ou revient assez vite à l'équilibre d'un point de vue économique, d'un point de vue financement donc de ces déséquilibres, de ces déficits publics, par rapport à une Europe du Sud qui va afficher des très grands déséquilibres, encore plus grands qu'avant la crise. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à afficher une politique monétaire autant en soutien demain en Europe spécifiquement, au regard des écarts en fait qui n'ont cessé de se creuser, notamment entre l'Europe du Nord, qui pourrait être susceptible de dire maintenant stop, on arrête, ça va mieux, il faut qu'on sorte des politiques actuelles, alors qu'on a en face de ces pays d'Europe du Nord qu'on peut appeler vertueux, une Europe du Sud qui souffre de grands déséquilibres et ces grands déséquilibres nécessitant une politique monétaire très en soutien. Donc voilà, essayons aujourd'hui de profiter de ce temps calme pour repérer quels sont les éléments qui pourraient être susceptibles de faire changer le marché de tendance. Alors là, on est dans la projection, c'est pour ça que c'est un faux coup de gueule, on va dire, c'est plutôt un message de prudence, un message d'alerte. Regardons en fait tout ce qui pourrait nous surprendre négativement. Si jamais on a des déceptions sur ce plan, eh bien là pour le coup, on pourra avoir en fait des marchés financiers qui deviennent moins bien orientés. Évidemment, ça serait défavorable au marché action. Mais voilà, chaque chose en son temps. On est aujourd'hui en phase d'alerte, en phase d'observation. Pour le moment, les planètes restent alignées. Donc, on retiendra pour ce mois-ci un coup de cœur généralisé pour les marchés actions d'une part, et plus spécifiquement pour les marchés actions des grands pays riches qui, depuis le début de l'année, affirment gérer leur supériorité par rapport aux autres indices. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
La rubrique, ça vous concerne, une de vos rubriques préférées, puisque c'est un peu votre rubrique, les internautes qui posent leurs questions à la rédaction de Capital, avec Thibault Lamy qui compulse, qui trie ces questions, parce qu'il n'y en a que 3 qu'on va poser aujourd'hui à nos experts. Et notre première experte, c'est Charlotte Tamer. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes directrice conseil chez Yomoni. On a fait une très belle émission sur le Bitcoin, mais là, on redevient, sinon sérieux, en tout cas sur d'autres aspects de l'investissement, avec une première question, Thibault. Oui, alors c'est une première question pour Charlotte, c'est une question déclaration des revenus. Alors, on a une lectrice, Adeline, qui doit déclarer des dividendes et des plus-values d'actions en 2020. Alors, elle s'inquiète un peu de l'impôt qu'elle va devoir payer et elle se demande si elle peut le limiter, cet impôt. Alors, pour répondre à cet internaute, en fait, d'un point de vue fiscal, quand on réalise des plus-values mobilières, donc sur les marchés financiers, ou quand on perçoit des dividendes, donc c'est la rémunération des actions, effectivement, il y a une fiscalité qui est induite, qui est liée à ce revenu. Et en fait, la règle, c'est la règle du prélèvement forfaitaire unique. D'accord ? C'est-à-dire que les revenus qu'elle a touchés en 2020 sont à déclarer lors de sa déclaration 2021 dans la catégorie revenus mobiliers. Et la règle fiscale, c'est celle du prélèvement forfaitaire unique, à savoir 12,8% de fiscalité plus 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui nous amène à un taux global de 30%. Pour autant, chacun a le choix d'opter pour l'intégration de ces revenus au barème progressif de l'impôt, donc c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu, l'IRPP. Et donc, dans ces cas-là, on est soumis à la règle de la tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux. Pourquoi est-ce que cette personne pourrait faire ça ? Tout simplement lorsque la tranche marginale d'imposition est inférieure au taux fiscal des 12,8% du PFU. C'est-à-dire si cette personne a très peu de revenus, donc elle est à la tranche à 0 ou à la tranche à 11%, il n'y a pas beaucoup de tranches en dessous de 12,8%. Donc il y a très peu quand même de personnes qui sont concernées, mais auquel cas elle peut opter, faut qu'elle regarde cette déclaration, c'est la case 2OP en fait, où en fait elle va choisir l'imposition à l'intégration en fait de l'impôt sur le revenu. Donc c'est une option qui existe et donc chacun doit regarder quelle est sa tranche marginale sur le revenu. Comment on sait sa tranche d'imposition a priori, on peut la calculer soi-même ou on a le barème ? Il y a un barème en fait de l'imposition sur le revenu. Donc vous pouvez taper tranche marginale d'imposition sur le revenu 2020 et en fait vous allez voir que vos revenus sont imposés de manière progressive selon le montant à des tranches successives qui sont 0, 11, 30, 41%. D'accord. Voilà, pardon. Et donc, en fait, pour le calculer, vous prenez votre revenu fiscal de référence dans votre foyer. Vous regardez aussi le nombre de personnes qu'il y a dans le foyer fiscal. Et ça va vous donner, en fait, le revenu par personne dans le foyer fiscal. Et donc, vous allez avoir à peu près le niveau de tranche dans lequel vous êtes. Alors, je vérifie tout de suite. Si vous êtes dans la tranche de revenus de 10 085 € à 25 710, on est à 11%. Donc, au-dessus, ensuite, c'est 30%. Ça veut dire qu'au-dessus de 25 710 € finalement... il n'y a pas de le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, est plutôt pas mal et d'ailleurs plus avantageux que la fiscalité précédente. Tout ça a été mis en place il y a quand même peu de temps. Donc c'est quand même une fiscalité qui est déjà attractive. Ensuite, juste on va préciser à l'internaute qu'en fonction de l'enveloppe de capitalisation dans laquelle sont détenus les actifs, c'est-à-dire les actions qui ont fait de la plus-value ou qui ont généré du dividende, il y aura des choses à déclarer ou pas. En fait, en France, il y a plusieurs enveloppes de capitalisation. Donc on a l'assurance vie, le PEA, le contrat de capitalisation et le compte-titre. Pour les 3 premières citées, ce sont des enveloppes qui sont en franchise d'impôt. C'est-à-dire que tant que je ne sors pas, mon portefeuille travaille, il peut y avoir des dividendes distribués, il peut y avoir de la plus-value générée, mais tant que je ne rachète pas, c'est-à-dire j'ai 10 000 € sur mon contrat, tant que je ne rachète pas 1 000 €, eh bien en fait, il n'y a rien à déclarer. C'est ce qu'on appelle la franchise d'impôt. Donc là, pas de souci à se faire, pas de déclaration fiscale, le contrat vit sa vie. Par contre, quand je suis dans le cadre du compte-titre, d'accord, c'est la seule enveloppe de capitalisation où il y a pas d'attrait fiscal particulier, et c'est là que la déclaration doit se faire. Que les internautes soient rassurés aussi, normalement, la banque qui détient votre compte-titre, auprès duquel vous avez mis votre compte-titre, vous transmet le premier trimestre de chaque année, par exemple, entre le 1er janvier et fin mars 2021, ce qu'on appelle un IFU, qui est un document fiscal de référence, qui vous indique la plus ou la moins-value
qui a été faite au cours de l'année 2020 et qui est à reporter, avec le numéro de la case, qui est à reporter dans votre déclaration fiscale. Donc normalement, les investisseurs ne sont pas trop laissés pour compte, sont de plus en plus accompagnés par la législation actuelle. Dernier petit point sur les moins-values. Effectivement, les moins-values sont reportables. C'est-à-dire, si sur une année, je n'ai pas de plus-value ni de dividende, mais j'ai plutôt de la moins-value, eh bien, en fait, je vais pouvoir l'indiquer sur ma déclaration fiscale et elle va se reporter sur les plus-values à venir pendant 6 ans. D'accord ? Donc ça, c'est sur la partie... c'est si je choisis le prélèvement forfaitaire unique, donc le taux à 30%, et si je suis au barème d'imposition sur le revenu, en fait, ce déficit, il est imputable à mes revenus. C'est-à-dire que je peux le déduire de mes revenus. Voilà, si on a perdu de l'argent en bourse, sur le compte titre ordinaire, par exemple, on peut le reporter. C'est un jeu de compensation, en fait, qui va se faire au fur et à mesure du temps, car rappelons-le, sur les marchés financiers, c'est la longévité qu'on prime et pas forcément le court terme. Peut-être rappeler une dernière chose pour le choix de la flat tax ou du barème de l'impôt, c'est que finalement, avec le formulaire de déclaration en ligne, il suffit de le remplir une fois avec une option et une fois peut-être avec l'autre pour voir finalement l'impôt qui atterrit, vu qu'on le fisc nous donne une évaluation de notre impôt sur le revenu. Tout à fait. Et puis, il existe de plus en plus de simulateurs en ligne pour connaître sa tranche marginale, son taux moyen aussi d'imposition. Donc, en fait, il faut être un petit peu curieux, aller sur Google tout simplement, et puis mettre recherche sur la tranche marginale d'imposition. Il y a des simulateurs qui existent et qui feront ressortir peut-être approximativement, mais dans les grandes lignes, la tranche marginale de chacun. Voilà, et préciser, puisque on est dans la période effectivement de déclaration, que l'imprimé fiscal unique, c'est cette page avec plein de cases où on vous dit voilà ce que vous avez gagné ou perdu sur vos différents comptes. Et généralement, ce qui était à déclarer est écrit en gros, en gras, avec le numéro de la case et le montant indiqué. Et c'est de plus en plus télétransmis et rempli automatiquement maintenant, puisqu'on est de plus en plus nombreux en France à être sur Internet. Ça, c'est un service, le service fiscal marche plutôt pas mal. Il a été bien modernisé ces dernières années. Merci Charlotte. Je vous en prie. Charlotte Hammer, directrice conseil chez Yomoni. C'est l'heure d'une deuxième question. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne. Nouvelle question avec un nouvel expert. On accueille Stéphane Absolu. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Le Sémillant, directeur associé de Pixis Conseil. Thibaut, on a une question de Gilles avec une question épineuse, un contrôle fiscal. Oui, c'est ça. Gilles, il est un peu fâché parce qu'il vient d'apprendre qu'il allait avoir un contrôle fiscal sur ses revenus de 2017. Alors pour lui, c'est pas possible parce que l'administration fiscale n'a pas le droit de procéder à un redressement ou un contrôle fiscal après 3 ans. Alors Stéphane, peut-être le renseigner sur le sujet. Alors j'ai bien peur que la nouvelle soit pas très positive pour Gilles. Je vais peut-être juste rappeler un peu comment fonctionnent justement ces délais de reprise par l'administration fiscale. Il faut savoir qu'en fonction des impositions et en fonction des procédures, l'administration fiscale a un certain délai pour agir et aller faire un redressement auprès d'un contribuable. Ça va être 3 ans, 6 ans ou 10 ans. En gros. Donc là, pour le cas de Gilles, concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, le délai pour agir pour l'administration fiscale, il est de 3 ans, suivant l'année au titre de laquelle l'imposition a été due. Donc en gros, on considère toujours que c'est 3 ans plus l'année en cours. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus de 3 ans. Donc en temps ordinaire, j'ai envie de dire, Gilles avait raison, c'est-à-dire que sur des revenus de 2017 qu'il a donc déclarés en 2018, on avait 3 ans plus l'année 2017, donc 2017, l'année en cours, 2018, 2019, 2020. Et donc l'administration fiscale avait effectivement, normalement, jusqu'au 31 décembre 2020 pour agir. Alors ça, c'était sans compter la situation... Mais ça, c'était avant. Voilà, mais ça, c'était avant. Et c'était sans compter la situation un peu exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui et les ordonnances qui ont instauré l'état d'urgence sanitaire l'année dernière, en mars 2020. Et dans le cadre de ces ordonnances, en fait, on a mis un principe qui a été un principe de suspension de l'action de l'administration fiscale, notamment. Et donc cette suspension, prise dans le cadre de ces ordonnances, considère que, en fait, du 13 mars 2020 au 23 août 2020, l'action de l'administration fiscale a été suspendue de par l'effet du confinement et de l'état d'urgence sanitaire. Donc, en fait, quand on compulse en fait ce délai-là, alors il faut savoir que cette suspension de mars à août 2020, elle ne concerne que les actions qui auraient été prescrites au 31 décembre 2020. Parce que quelque part, on est bien sur cette année qui était une année 2020 un peu exceptionnelle. Et donc, l'administration fiscale a demandé à ce qu'on suspende pour cette année-là l'action de l'administration.
Donc on s'aperçoit, entre le 12 mars et le 23 août 2020, on a 165 jours qui suspendent l'action de l'administration fiscale. Donc si on reprend le cas de Gilles, pour qui l'action devait se prescrire au 31 décembre 2020, on a 165 jours supplémentaires, ce qui fait que l'action de l'administration fiscale, qui a été suspendue entre le 12 mars et le 13 août, se repousse en fait en 2021. Et donc l'administration fiscale va pouvoir agir jusqu'au 14 juin 2021. Donc là, en l'occurrence, s'il a reçu sa lettre en 2021, l'administration est effectivement en droit de rectifier sa situation fiscale, puisqu'elle a jusqu'au 14 juin, c'est-à-dire 165 jours en plus après le 31 décembre 2020. Alors, la bonne nouvelle, si on peut rassurer quand même Gilles sur ce sujet, c'est que si le redressement est lié et qu'il a des intérêts de retard à payer, la période de suspension vise également les intérêts de retard. C'est-à-dire que pendant 165 jours, l'administration considère qu'elle n'a rien pu faire, mais pour autant, on considère que les intérêts qui peuvent être dus par le contribuable sur une imposition pour laquelle elle était due sont également suspendus. 165 jours, une demi-année supplémentaire. Oui, c'est ça. 14 juin. Ouais. Est-ce que c'est quoi le détail finalement des intérêts de retard dont peut écoper notre lecteur? Là, dans une situation de redressement de contrôle et de redressement opéré par l'administration fiscale, il y a d'une part l'intérêt de retard, qui est l'intérêt légal par l'administration fiscale, qui prend en compte, qui considère que, par exemple, sur les revenus 2017, en 2018, l'administration fiscale aurait dû percevoir l'impôt dû sur ces revenus-là. Elle ne l'a pas perçu. Et donc, elle considère que 2018, 2019, 2020, elle doit prendre les intérêts de retard liés à cette imposition. Alors après, on rajoute même, dans certains cas de figure, des majorations. La majoration de 10% si jamais c'est un revenu qu'on a oublié de déclarer, parce qu'elle considère que c'est un oubli, donc on a 10% en plus. Et puis, on a encore d'autres majorations, mauvaise foi, où là, on va passer à 40, voire 80% de majoration. On a parfois des majorations qui sont très, très, très élevées. Donc, il faut effectivement être prudent. Et j'irai le conseil. Alors, en termes de délai, pour ceux qui comptent les jours, il y a un autre délai qui est intéressant, c'est que pour les revenus de 2018, donc qui était l'année de mise en place du prélèvement à la source, là aussi l'administration fiscale a demandé un régime un peu de faveur, c'est-à-dire que là où normalement l'action sur les revenus 2018 devait se prescrire en 2021, elle a en fait une année supplémentaire pour pouvoir redresser la situation des revenus 2018. La loi lui a donné une année en plus. Donc en fait, l'action se prescrira que le 31 décembre 2022. Donc pour certains, il y a peut-être effectivement encore un peu à attendre une lettre recommandée de l'administration fiscale. En tout état de cause, le meilleur conseil à donner à Gilles ou à nos auditeurs, c'est de se dire que sur des sujets pareils, le fait d'être conseillé aussi bien dans la déclaration que dans le suivi de ces déclarations est sans doute le meilleur conseil qu'on puisse donner. Et voilà, comme ça, on n'oublie rien. Merci Stéphane pour cette réponse très complète. Stéphane Absolu, directeur associé chez Pixis Conseil. Tout de suite, troisième question. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne. Une question tout de suite à notre notaire préféré, c'est maître Nathalie Cousigou-Suaz. Bonjour Nathalie. Bonjour et merci de cette belle entrée en matière. Comment ça va ? Très bien, en pleine forme, on va bientôt être déconfiné, donc c'est formidable. Allez, évidemment, on croise les doigts. Voilà. On va revenir sur un sujet un peu difficile, Thibaut, avec un lecteur, François. Expliquez-nous son cas. Bah oui, parce que François, il a perdu sa maman, mais il veut pas. Il a déjà, d'ailleurs, il faut préciser en premier lieu qu'il a renoncé à la succession de sa mère, et il veut pas participer aux frais d'obsèques. Mais sa famille, lui demande de prendre une partie de ses frais en charge. Et notre lecteur François, il veut savoir si sa famille peut l'y contraindre. La question de François, elle est assez récurrente, quoi qu'on puisse en penser. Parce que, en fait, quand on accepte une succession, on est tenu de toutes les dettes. Donc, la réflexion de François se dit, comme j'ai renoncé à la succession, partant, je ne serai pas tenu des dettes. Sauf qu'il y a des exceptions pour certaines dettes, dont les frais funéraires, parce qu'on considère que c'est lié à ce qui s'appelle l'obligation alimentaire. Et entre parents et enfants, et c'est bilatéral, c'est l'article 205 du Code civil qui dit ça, il y a une obligation alimentaire et qui porte notamment sur les frais d'obsèques. On le comprend tous, quand on a des enfants mineurs ou même majeurs, il y a une obligation d'entretien s'ils sont majeurs ou s'ils font des études ou ils sont dans le besoin. Et de même, si vos parents sont dans le besoin, les enfants ont l'obligation de subvenir en fonction de leurs propres revenus
à la subsistance de leurs parents. C'est ce qu'on appelle l'obligation alimentaire. Et ça, c'est d'ordre public et c'est hors succession. Donc la réponse, oui, la famille de François peut le contraindre à assumer une partie de ses frais d'obsèques. Notons néanmoins que la facture peut être aussi, si le défunt avait un peu de sous, être prélevée sur les fonds du défunt jusqu'à 5 000 € déjà. Ouais, ce qui est à peu près l'ordre ce qui de grandeur. Est à peu près quand même l'ordre de grandeur. Quand même, donc la question, c'est qu'on pourrait contraindre François en théorie, quand bien même il a renoncé. Cependant... Peut-être préciser, Maître Cousy-Goussuas, à quelle proportion il doit participer. Alors c'est en fonction, comme c'est une aide alimentaire, bien évidemment, il ne faut pas que ça soit des frais somptuaires. Il est évident que si c'est un caveau monumental ou un édifice monumental, il ne sera pas tenu d'y participer, mais on considère que les gens doivent être inhumés convenablement. Et il devra être contraint d'y participer, nous dit le Code civil, en proportion de ses ressources par rapport aux autres. Donc s'il n'y a pas d'accord, ça sera le juge qui va trancher. Donc c'est dommage quand même qu'on soit obligé d'aller devant un juge judiciaire pour faire fixer cette contribution. Mais François, il a quand même une possibilité que lui offre l'article 207, alinéa 2 du Code civil. Parce que peut-être qu'il pourrait prétendre, si c'est vrai, mais c'est à lui à le prouver, que sa mère a fait preuve d'indélicatesse pendant sa vie à son égard. Donc il y a beaucoup de jurisprudence parce qu'on pense que c'est un contentieux qui n'arrive pas, mais c'est quand même un contentieux important de nos juridictions. Il pourrait prouver éventuellement que sa maman ne s'est pas occupée de lui, s'est désintéressée de lui, voire on a eu des décisions de la sorte où la maman avait tenu des propos injurieux et diffamatoires à l'égard de ses enfants et ils ont été dispensés du paiement des frais d'obsèques. Mais c'est à François à le prouver. Il n'y a qu'un juge, c'est l'appréciation souveraine du juge, qui peut l'en exonérer. Là, on est dans quel ordre de grandeur? C'est-à-dire, par exemple, si François était mis à la porte de chez sa mère à peine majeur, Exactement. par exemple, là, ça pourrait justifier. Exactement. Il y avait eu un arrêt aussi de la Cour de cassation où c'est une jeune femme qui avait été jetée de chez elle par ses parents alors qu'elle avait un cancer. Enfin, c'était vraiment dramatique les conditions. Et alors qu'elle était restée dans la misère, elle avait réussi à trouver un emploi et on lui demandait, in fine, de payer à la fois l'aide sociale des parents et puis plus tard les frais d'obsèques parce que l'aide sociale, ça participe aussi de l'obligation alimentaire. Elle en a été dispensée, ses parents ayant été considérés ce qu'on appelle, alors faussement, l'indignité, parce que l'indignité, c'est encore une autre histoire en matière de succession. Mais quand on considère que les gens se sont mal conduits, on peut effectivement être dispensé de cette obligation alimentaire qui est pourtant d'ordre public. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce contentieux funéraire auquel on ne pense pas, il fait couler beaucoup d'encre devant les tribunaux, ce qu'on appelle en jurisprudence. Alors, il n'y a pas que seulement le paiement des frais funéraires. Vous pouvez avoir des héritiers qui s'opposent sur la façon dont les obsèques vont se dérouler, crémation ou pas, comment, selon quel rite religieux cela va se dérouler. Donc tout ça, ça occupe quand même et ça crée de la dissension entre les héritiers et les ayants droit. Donc il peut être possible de prendre des dispositions par avance pour organiser ces obsèques et nommer une personne de confiance pour que ça soit mené à bien. Merci, maître. Merci à vous. Nathalie Cousy-Goussuas, donc notaire à Paris, pour cette réponse très complète. On arrive au terme de cette émission. Justement, un grand merci à tous nos invités à cette émission qui vous aura, on l'espère, éclairé sur le Bitcoin et comment on fait pour se mettre la pied à l'étrier, la fiscalité, etc. Merci à Jason Pignero et Nicolas Sandanassami pour la réalisation. Merci à vous, Thibaut, pour avoir suppléé Julien. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'épargne. Retrouvez le Grand Rendez-vous de l'épargne en podcast sur Radio Patrimoine et en vidéo sur capital.fr.